Bonjour à toutes et à tous, je suis bien contente de vous retrouver pour nos petites chroniques. Je suis Sandra Di Giusto, guide conférencière et donc nous sommes ensemble pour un voyage dans l'histoire des Valois, des Albret et des Bourbons. Alors nous avons pris un peu de retard puisque j'ai été bien malade. C'est pas encore la grande forme, mais on va essayer de rattraper un petit peu le temps perdu et de voir ce qui s'est passé dans la quinzaine du 18 au 30 septembre. Il y a quand même plus d'un mois et demi à rattraper. Donc j'ai choisi quelques événements phares, quelques événements importants pour vous parler de cette histoire qui me passionne. Alors j'ai écrit de nombreux livres sur l'histoire d'Angleterre, notamment des Tudors, les chroniques de l'histoire que j'alimente tous les jours et que je vous invite à rejoindre si vous voulez découvrir tout un tas de sujets divers et variés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette quinzaine? Eh bien, évidemment, beaucoup d'événements. J'ai vraiment dû faire un choix. Et donc, on commence avec le 18 septembre 1559. Ça a été le sacre de François II. Alors, François II n'a pas régné longtemps. Il était le fils aîné de Catherine de Médicis et d'Henri II. Et on sait que le roi Henri II a été blessé au tournoi des Tournelles à Paris par une lance qu'il a reçue dans l'œil. Il a reçu des éclats de bois dans l'œil. Malheureusement, on a essayé de le soigner pendant une dizaine de jours. Alors à l'époque, c'est le plus grand médecin de son temps qui tente de sauver le roi, c'est Ambroise Paré. Mais malheureusement, au bout de 10 jours, Henri II va décéder dans d'atroces souffrances. Donc Catherine de Médicis et Henri II avaient eu plusieurs enfants, dont 4 fils. Et effectivement, c'est le dauphin François qui va monter sur le trône et qui n'est âgé que de 15 ans. Mais François est un enfant maladif, il est atteint de ce que l'on appelle une mastoïdite aiguë, c'est-à-dire une infection de l'oreille interne qui va toucher le cerveau, et il ne va régner qu'un an, il meurt dans d'atroces souffrances. Alors cette date-là du 18 septembre 1559 est celle de son sacre à Reims. Vous savez que nos rois de France sont sacrés à Reims, et ça a vraiment été une cérémonie très fastueuse, grandiose. Il était accompagné de toute la cour, de sa mère, de ses frères et sœurs, bien évidemment, mais également de son épouse, la petite Marie Stuart, écossaise, reine d'Écosse, des Écossais, qui est arrivée en France à l'âge de 6 ans. Sa mère était Marie de Guise, et Marie de Guise était une des sœurs des ducs de Guise, extrêmement importants en France. Alors un autre événement très très important, on revient donc là un petit peu en arrière, puisque c'est la naissance d'un des frères de François II, le 19 septembre 1551. C'est la naissance du futur Henri III, qui ne s'appelle pas encore Henri, mais qui est né à Fontainebleau et qui est baptisé sous le nom d'Alexandre Édouard de Valois, deux prénoms qui sont ceux de ses parrains, Alexandre Farnèse, le cardinal, et Édouard VI d'Angleterre, le fils d'Henri VIII. Donc lors de sa confirmation, plus tard en 1565, il va prendre le prénom d'Henri, qui est le prénom de son père. Il était duc d'Angoulême, duc d'Anjou, duc d'Orléans, à l'avènement de son frère Charles IX. Donc il avait grandi avec ses frères et ses sœurs au château de Blois, et il était vraiment vraiment l'enfant préféré de sa mère Catherine de Médicis, qu'il appelait ses yeux. On se souvient de Louise de Savoie dans la vidéo précédente, qui appelait son François, futur François Ier, mon César. Alors pour autant, ses relations avec sa mère ont quand même toujours été réservées, puisque Catherine de Médicis était une femme extrêmement dure avec ses enfants. On en a parlé par rapport à Marguerite de Valois, la reine Margot, mais on va donner à Henri des missions extrêmement importantes. Henri III va participer au Tour de France en 1564. Alors qu'est-ce que c'est que ce Tour de France?
Bien, après la mort de François II, l'héritier, Charles IX, est encore petit, il n'a qu'une dizaine d'années, donc c'est Catherine de Médicis qui est régente, mais elle veut absolument que les Français connaissent leur roi, leur jeune roi, et elle décide de lui faire visiter le royaume et d'aller lui présenter ses sujets. Donc effectivement, le futur Henri III fait partie de ce tour de France et va donc découvrir le royaume. Alors pour lui, on va avoir un projet d'alliance avec la reine Élisabeth Ier d'Angleterre. Vous le savez, Élisabeth ne s'est jamais mariée. Elle a eu plusieurs favoris, dont Dudley, que nous avons présenté dans différentes chroniques. Le comte d'Essex également. Mais c'est une femme qui ne voulait pas se marier. Elle avait compris que si elle se mariait, le pouvoir serait celui de son mari et qu'elle-même devrait être obéissante à cet homme-là. On se rappelle qu'elle a vu son père épouser 6 femmes, qu'elle a vu sa mère, Anne Boleyn, être décapitée. Donc ça a été un choc absolument terrible. Mais quand même, étant donné qu'il y avait une alliance avec la France et des échanges extrêmement importants, eh bien, on a eu ce projet d'alliance entre le futur Henri III et Élisabeth Ier. Ça n'a absolument pas abouti. Alors par contre, Catherine de Médicis voulait absolument que son fils Henri III puisse avoir une couronne et elle lui a obtenu la couronne de Pologne. Alors Henri n'avait absolument pas envie de partir. Il est quand même parti, mais il est revenu assez rapidement puisque son frère Charles IX décède quelques mois après son départ en 1574. On sait que Charles IX, c'est l'ordonnateur du terrible massacre de la Saint-Barthélemy. Il n'en est pas l'instigateur. Les instigateurs étaient sa mère et le conseil de sa mère, mais c'est quelque chose qu'il a très mal vécu. Donc il meurt 2 ans après ce massacre de la Saint-Barthélemy. Et là, évidemment, eh bien, c'est Henri III qui va monter sur le trône, mais qui doit revenir de Pologne. Alors Henri III, c'est l'un des rois les plus mal aimés, les plus mal compris de notre histoire de France. C'est un roi qui ne rentrait pas dans l'image de ce que l'on attendait d'un roi à l'époque. C'est un homme qui aimait beaucoup les arts, les lettres, la musique, les parfums. Il n'aimait pas chasser, il était entouré d'une cour de favoris, une cour de mignons, et puis la France était en pleine guerre de religion depuis plus de 12 ans déjà. Hein. Ça commence avec le massacre de Vassy en 1562. Donc ça va être vraiment des tensions permanentes. Les catholiques se liguent contre Henri III. Hein. Il y a la fameuse ligue justement menée par les Guises qui va s'opposer à lui. Et ce qui va se passer, eh bien, c'est que Henri de Guise est devenu l'ennemi juré du roi Henri III. Alors Henri III va décider de faire assassiner Henri de Guise. Hein. Il lui donne rendez-vous à Blois. Henri de Guise pensait qu'il allait le nommer connétable de France et en réalité il le fait assassiner par 8 de ses hommes de la garde des 45 d'Henri III. Sa mère Catherine de Médicis va entendre ce qui s'est passé et elle va dire à son fils mon fils s'est bien taillé, mais maintenant il faut recoudre parce qu'effectivement il va y avoir des représailles et des difficultés terribles suite à l'assassinat justement d'Henri de Guise et de son frère, le cardinal Louis de Guise. Donc ça vraiment on en parlera au mois de décembre quand le moment sera venu. Donc en quelques mots, hein, vous savez très bien que plus tard, en 1589, Henri III est assassiné par un moine fanatique, Jacques Clément, et qu'il va reconnaître son cousin Henri de Navarre, futur Henri IV, comme successeur au trône de France. Le problème, c'est qu'Henri de Navarre est protestant et que la France est catholique. Et donc on développera tout ça au fur et à mesure de nos petites chroniques. Alors j'en viens maintenant à la même année, au 21 septembre, où nous avons la naissance du premier fils de Jeanne d'Albret et d'Antoine de Bourbon. Il s'appelle Henri, petit-duc de Beaumont. Hein. Il naît au château de Coucy dans l'Aisne et on lui donne le prénom de son grand-père, Henri d'Albret. Alors c'est une joie immense hein, pour Jeanne et pour Antoine de Bourbon. Justement, hein, 2 jours plus tôt, Catherine de Médicis venait d'accoucher de son petit Henri dont nous venons de parler.
Et celui-là fait vraiment la joie du couple Jeanne d'Albret et Antoine de Bourbon. Alors malheureusement, il va être confié aux soins d'une nourrice un peu âgée qui s'appelle Aimée de Lafayette, Madame de Lafayette. Alors malheureusement, cette gouvernante avait toujours froid et elle tenait le petit vraiment très emmailloté jusqu'à l'étouffement. Et le 20 août 1553, donc presque 2 ans plus tard, eh bien, cet enfant meurt à la flèche et Jeanne d'Albret a connu un immense déchirement. C'était une perte effroyable. Alors on savait très bien qu'il ne fallait pas beaucoup s'attacher aux enfants, mais c'était certainement plus facile à dire qu'à faire. Et donc cet enfant est décédé et quand on a reproché à Madame de Lafayette de ne pas avoir pris suffisamment soin de cet enfant, eh bien, elle a dit il vaut mieux suer que trembler, mais enfin, le pauvre petit en est mort. Donc, Jeanne d'Albret, complètement dépitée, écrit à son mari Antoine qui la réconforte et qui lui dit qu'ils sont encore jeunes et qu'ils pourront incontestablement avoir d'autres enfants. Et Jeanne était déjà enceinte, puisqu'au mois de décembre, elle allait accoucher d'Henri de Navarre, donc notre futur Henri IV, dont nous allons beaucoup parler encore dans les semaines à venir. Alors sans trop développer, eh bien ce même 21 septembre, mais en 1558, ce fut la mort de Charles Quint. Alors Charles Quint donc est décédé au monastère d'Isut en Espagne à l'âge de 58 ans. Il est Charles de Habsbourg, le fils de Jeanne de Castille, qui était la sœur de Catherine d'Aragon, et donc il est le petit-fils d'Isabelle la catholique et de Ferdinand d'Aragon, hein, les rois catholiques d'Espagne. Alors Charles Quint était roi des Espagnes, empereur du Saint-Empire germanique, hein, nous venons de le dire, il était roi de Naples et de Sicile et de Jérusalem, il était maître de la Méditerranée grâce à ses possessions italiennes, il était maître du commerce flamand, il était souverain vraiment le plus puissant hein, de la première moitié du XVIe siècle. Son règne fut vraiment très fructueux et il eut toujours affaire à deux autres grands rois tels que François Ier et Henri VIII. Nous en avons beaucoup parlé. Alors il va abdiquer hein, à la fin de sa vie, il est malade en 1555, il abdique en faveur de son fils et puis il va se retirer dans un monastère en Espagne où il décède en fait du paludisme que l'on appelle aussi la malaria. Et il fut inhumé hein, au monastère avant d'être déplacé et d'être amené au Panthéon de l'Escorial près de Madrid, qui est un lieu absolument extraordinaire. Si vous ne le connaissez pas, il faut vraiment aller le visiter. Alors nous allons terminer maintenant, hein, pour que les vidéos ne soient pas trop longues, avec le 27 septembre 1601, eh bien la naissance de Louis de France. Alors vous savez qu'Henri IV a été marié avec Marguerite de Valois, sa cousine catholique, pendant plus d'une vingtaine d'années, mais qu'ils n'ont malheureusement pas eu d'enfants. Donc il y a eu une annulation de mariage, nous en parlerons quand le moment sera venu hein, pour réaliser la petite vidéo. Il a épousé en seconde noces l'italienne Marie de Médicis, et c'est Marie de Médicis qui va enfin donner naissance à l'héritier mâle tant attendu, donc Louis XIII, au château de Fontainebleau. Alors cette naissance a été une joie immense pour Henri IV, hein. Il a pleuré de joie, ce qui a absolument surpris toute sa cour, que le roi ne garde pas une forme de contenance. Mais il était vraiment très heureux et justement Henri IV, je vous ai déjà présenté des chroniques hein, écrites sur ma page Facebook, les chroniques de l'histoire par Sandra, sur le mariage justement d'Henri IV et de Marie de Médicis, sur le personnage vraiment très complexe de Marie de Médicis, sa relation très complexe notamment avec son fils Louis XIII,
qu'elle déconsidérait complètement, et Marie de Médicis qui a pris le pouvoir quand justement Henri IV a été assassiné, et qui, contrairement à ce qu'elle aurait dû faire en tant que mère et régente, accompagner son fils pour diriger le royaume, eh bien elle l'a complètement écrasé et humilié, et il a fallu des années justement à Louis XIII pour pouvoir s'exprimer et reprendre le pouvoir. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo de, de reprise des chroniques. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Vos likes sont toujours très appréciés. Puis retrouvez-moi tous les jours sur les chroniques de l'histoire, sur ma page Facebook, ça me fait vraiment plaisir. Et je vous dis à la prochaine!